Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Destination le Bouvray ce matin en Valais à la découverte d'un paradis ferroviaire miniature qui réouvre ses portes ce samedi 16 mars. Niché le long du port lacustre du Bouvray, ce parc d'attractions offre une expérience unique pour les petits et les grands passionnés de trains à vapeur, mais pas que. Avec son réseau de chemins de fer de plus de 2 km, le parc propose des répliques fidèles de trains historiques suisses, allemands, américains à l'échelle 1/4. Les locomotives à vapeur offrent un spectacle authentique aux visiteurs parcourant un circuit parsemé de gares, de ponts et de tunnels. Une vraie Suisse miniature, à découvrir absolument. C'est une vraie expérience à la fois éducative et divertissante. Je vais y arriver pour toute la famille. Et pour en parler, je reçois ce matin Damien Fulbert. Bonjour. Bonjour, merci. Comment va, monsieur le directeur ? Ça va bien, on ouvre samedi. Ouais. C'est le retour du printemps, le retour du Suisse Vapeur. Donc ouais. on est très très content de retrouver nos visiteurs fidèles. L'ouverture estivale qui commence très très fort avec une décoration autour de Pâques qui approche à grands pas. Cette année, le calendrier fait que... Oui, c'est ça, le calendrier fait bien les choses cette année. Ouais. On inaugurera le Pâques le vendredi 29 mai. Donc ça arrive très vite et ce pendant un mois. Le calendrier est très bon dans le sens où on démarre rapidement Pâques et les vacances sont très réparties, ce qui assure un super confort pour les clients aussi, de ne pas avoir trop de monde en même temps. Effectivement, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors, il y a le parc qui propose effectivement de voyager en quelque part dans ces jolis décors que vous avez fait avec ces trains. Si on est passionné de trains et de ces petits univers plutôt sympathiques, ça c'est sympa, ça c'est toute l'année. Et puis, il y a des événements comme Pâques, comme Halloween, il y a plusieurs thématiques durant l'année, ce qui permet aux visiteurs de revenir redécouvrir le parc de façon un petit peu différente chaque fois. C'est ça ? Voilà, ça donne son utilité au train, parce que prendre un train pour aller nulle part, personne ne le fait. Enfin, il y en a qui le font, c'est les vraiment grands fans de train. Mais en tout cas, prendre le train, par contre, pour faire une chasse aux œufs, pour découvrir des décors variés, là, on donne un vrai intérêt au parc. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous disposons de 5 gares. Donc, on parle de petits trains, mais jusqu'à 40 personnes peuvent monter sur ces petits trains. Jusqu'à 10 trains, 10, 12, 15 trains peuvent rouler en simultané. Donc, il y a un vrai intérêt de visite. Et ça donne le côté ludique, éducatif, comme vous l'avez indiqué lors de votre brillante introduction. Oh, c'est gentil. Alors, il y a des vrais trains à vapeur, parce que ça, souvent, c'est des questions qui se posent. C'est des vrais trains à vapeur. Ça veut dire qu'on les chauffe vraiment. Ça y est, c'est parti, c'est chauffé pour samedi déjà. Alors, en amont, pas trop, parce que ça nous coûte très cher en charbon. Mais en effet, à 8h30 le matin, on commence à mettre en chauffe les trains à vapeur. Parfois, on prend des jolies photos de belles fumées. Et ce, pendant 1h30 de mise en chauffe pour avoir des trains à vapeur. Et donc, c'est un mix, on appelle ça le Suisse Vapor Park, parce que Suisse Electric Park, ça ne le ferait pas. C'est moi, ça bien, mais nous avons un joli mix désormais de trains à vapeur, donc avec le bruit, l'odeur du charbon, donc c'est super sympathique. Et à côté de ça, c'est contrebalancé par des trains électriques qui sont eux silencieux et très agréables également à la conduite et pour les passagers. Alors c'est pas que pour les enfants, parce que moi je peux vous le dire, j'y suis allé plusieurs fois, il y a beaucoup d'adultes et les adultes s'amusent comme des enfants par contre. C'est là qu'on voit qu'on est enfant à tout âge en quelque sorte. C'est là que c'est gagné, en effet. Lorsque les adultes se mettent à crier tchou-tchou sur le train, en général, c'est que la journée est bonne. Et en effet, au-delà des familles, nous recevons également pas mal de personnes qui sont passionnées ou bien par les trains, ou bien par les paysages, les fleurs, là, en avril, c'est magnifique, ou bien par l'architecture également, qu'on retrouve une architecture suisse qui représente divers monuments. Et donc, ça fait un mix assez sympa. Au bord du lac, vous l'avez indiqué également, au bord du lac au Bouvray. C'est le paradis, c'est simple. Alors, c'est en quelque sorte comme si on était dans une maquette de train, c'est ça ? C'est ça, à la base c'est juste une maquette et c'est pour ça que tous les ans il y a des nouveautés parce que le maquettiste veut toujours agrandir ou améliorer sa maquette. C'est ça. D'ailleurs, elle s'est bien agrandie cette maquette. Le Suisse Vapor Park s'est agrandi, il y a un circuit qui s'est agrandi aussi, qui permet de faire un tour de plus. Il y a des salles de conférence aussi. Suisse Vapor Park est en train de vraiment pas muer, mais grandir, véritablement. Oui, c'est une aventure humaine, c'est pas une aventure capitaliste, c'est vraiment une aventure humaine de passionnés. Ce qui fait qu'en effet, il y a 35 ans, on prenait un train et puis on faisait un tour d'1/4 d'heure et basta. Désormais, nous disposons de 5 gares différentes, toutes avec une utilité, ou bien il y a une
une longue crémaillère ou bien un très long tunnel de 60 mètres, des diverses terrasses. On a une très jolie terrasse sur le lac Léman, ça c'est la nouveauté cette année, et puis une salle de conférence qui fait un petit peu oublier le quotidien du parc. Vous êtes dans la salle de conférence, vous travaillez, vous célébrez un événement et vous ressortez, vous prenez un train. Et ce qui fait qu'on arrive désormais vraiment à proposer un produit très complet pour tout le monde. Ouais. Il y a un musée qui se prépare. Il y a un musée en préparation, voilà, pour la fondation. On va reconstruire les bâtiments ferroviaires de Lausanne qui ont été détruits récemment pour la plateforme 10 en cœur de Lausanne. Et donc c'est dans le cadre d'une fondation pour vraiment préserver le patrimoine ferroviaire suisse miniature, dont on est le spécialiste, un des spécialistes on va dire en Suisse. Ouverture prévue en 2026 ou 2027. D'accord, donc il y a encore plein de projets, encore plein de choses qui se passent, évidemment. C'est quoi derrière le Swiss Vapor Park? C'est des passionnés? C'est quoi derrière de tous? C'est des amis? C'est quoi? Explique-moi. À la base, ce sont vraiment des passionnés de train. Et petit à petit, il y a des passionnés de toute activité désormais. Le jardinier, c'est un vrai passionné. On pense qu'on se met en stand-by en hiver, mais il y a un travail monumental qui est effectué par le jardinier, par l'infrastructure également. Derrière sont des passionnés d'automatisation, parce que si le feu passe au vert, c'est quand même qu'il y a tout un système derrière pour que le feu passe au vert. Ensuite, on a des passionnés de locomotives pures et de mécanique. Et puis après, des passionnés de l'accueil aussi, parce qu'il faut recevoir toutes ces personnes. Parfois, les passionnés sont dans un vase clos et ce serait très désagréable que d'avoir l'impression de déranger les gens dans leur maquette. Or, chez nous, je pense qu'il fonctionne au Swiss Vapor, c'est que celui qui est derrière son train, c'est un passionné, mais qui a envie également d'expliquer sa passion. De partager. Et vraiment le partage, le slogan pour les employés, lorsque les employés arrivent, c'est de se dire faire plaisir pour se faire plaisir. Et on est vraiment là-dedans, et c'est ce que j'espère vraiment que les clients ressentent lorsqu'ils viennent. Oui, alors c'est ce que j'allais dire, c'est que ça se ressent vraiment quand on vient sur place, et quand on a des enfants, c'est un vrai moment de plaisir. Alors ça réouvre ce samedi. Les horaires d'ouverture, est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Parce que il y a toujours du monde, c'est toujours la folie. Qu'est-ce que vous conseillez, monsieur le directeur? Oui, alors réserver à l'avance est intéressant, puisque cela vous permet d'avoir des tarifs avantageux sur le site web à 13 francs au lieu de 19, donc swiss-vapor.ch. Toutefois, si vous disposez des billets, vous inquiétez pas, tout le monde rentre. Et puis si vraiment, comme vous le dites, c'est la folie, souvent les personnes qui achètent en amont leur envoient un petit mail en disant demain, on ouvre à 9h au lieu de 10h par exemple. Mais les horaires classiques sont 10h-18h. Mais pour pallier en effet au monde, parfois on fait des extensions d'horaires, parce que toujours, une fois de plus, notre intérêt c'est quand même que tout le monde passe une bonne journée. Oui, bonne journée. Rappelons aussi qu'on peut se restaurer sur place, que vous pouvez effectivement boire un verre tranquille. C'est un moment de plaisir, de divertissement et ludique et intéressant, évidemment, puisque du coup on peut découvrir des choses aussi, et ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Swiss Vapor Park et à son directeur et à tous ces passionnés qui travaillent derrière cette belle structure? De continuer à ce que ça se passe ainsi. Après, on souhaite toujours une météo clémente, évidemment. C'est sans cesse ce stress pour les installations extérieures comme ça. Mais vraiment de continuer, de donner du plaisir, de s'ouvrir aussi à la clientèle. Quand vous dites apprendre quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le train, très bien, on apprend par les monuments, il y a des descriptions, mais on peut également aller dans la gare et puis comprendre le système d'aiguillage. Donc, on essaye au maximum d'expliquer pour que le lundi matin, quand on prend son train au CFF, on se dit tiens, ok, ça passe au vert, oui, j'ai vu ça au Swiss Vapor, parce que l'aiguille fonctionne ainsi, et donc c'est vraiment l'intérêt du parc. Très bien, et il y a les vacances qui approchent à grands pas, vous serez ouvert aussi pendant les vacances, faut le rappeler, le week-end de Pâques aussi. La question ne se pose pas, même si c'est le déluge, la pluie, nous sommes ouverts de 10h à 18h, donc il n'y a jamais de questions à se poser pour le Swiss Vapor Park. D'accord, et pour toutes les questions, et pour toutes les informations, le site internet swissvapor.ch, les réseaux sociaux, évidemment, on est assez actifs. Merci beaucoup, Damien Fulbert. Merci. À bientôt sur M et sur Canal+. M le Média présente la 7e édition des rencontres 7e art Lausanne. Et la 7e édition des rencontres 7e art Lausanne se déroule jusqu'au 17 mars prochain au Capitole et dans toute la capitale vaudoise. Notre envoyé spécial Thomas Lécuyer qui est sur place et qui n'en loupe pas une, et chaque jour sur place et a rencontré Fanny Beuret, maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine, invitée au festival cette année pour donner une masterclass sur la comédie musicale qui est à l'honneur, je vous rappelle, à l'occasion de cette 7e édition, et dont elle est une historienne et une grande spécialiste. Rencontre, interview, Fanny Beuret pour vous sur M. Bonjour, je suis Fanny Beuret et vous êtes sur M le Média.
Moi, en fait, je me suis intéressée aux comédies musicales depuis toujours parce que déjà toute petite, mon film de chevet, c'était Le Magicien d'Oz. Donc c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les comédies musicales et même en fait mon travail de recherche, qui a d'abord été mon travail de thèse, un des objets principaux, c'était de comprendre pourquoi est-ce que ça me plaisait tant et pourquoi ça plaisait encore aujourd'hui alors que c'est des films qui peuvent peut-être sembler un peu désuets. Fred Astaire, ça a été une star pendant toute la période classique des comédies musicales. Il a su rester à la page, entre guillemets, des années 30 aux années 60. Donc en fait, il a toujours su s'adapter aux nouvelles modes en termes de musique, en termes de danse. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il aurait encore pu s'adapter, s'il était né plus tard, il aurait pu s'adapter aux musiques et aux danses contemporaines parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur de rester dans le coup, en quelque sorte. Par ailleurs, il a aussi réussi, même s'il a cette image justement de dandy dansant, d'homme plutôt aristocratique, évidemment un homme blanc, évidemment un homme cultivé, il a quand même su s'adresser à une vaste gamme de spectateurs des années 30 aux années 60, de tout type de milieux sociaux, de tout type de genre et d'origine ethnique confondue. J'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui découvrent que certains numéros de Glee sont en fait des reprises de numéros d'Astaire, de Gene Kelly. Donc je pense que la série et la télévision jouent aussi un rôle important dans la diffusion en quelque sorte de la culture de comédie musicale entre les générations. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois le chef du département de l'enseignement et de la formation professionnelle, Frédéric Borloo. Bonjour. Bonjour. Il dirige ce projet crucial, la réforme ambitieuse du gymnase vaudois, passant de 3 à 4 ans pour répondre aux normes fédérales, bien que déjà impliqué dans d'autres chantiers comme la réforme du concept 360 degrés et l'introduction de l'école numérique. La transition vers un gymnase de 4 ans représente un défi majeur, notamment avec l'échéance 2038. Bien que le canton de Vaud soit l'un des derniers cantons à maintenir un cursus de 3 ans, Frédéric Borloo, mon invité ce matin, et son département sont déterminés à mener à bien cette réforme visant à lancer les premières promotions en 4 ans dès 2032-2033. Ce projet vise également à améliorer l'orientation des jeunes et de réduire les redoublements. Cependant, il est confronté à des défis logistiques et budgétaires nécessitant l'ouverture de nouvelles classes et le recrutement de nombreux enseignants supplémentaires, bien que le projet soit maintenant en marche. Les critères d'admission des meilleurs élèves restent à définir pour rejoindre le gymnase dès la dernière année d'école obligatoire. Ça va ce que je viens d'expliquer? Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, M. Borloo? Oui, j'ai l'impression que tout est dit, donc... Oh non, j'ai des questions quand même à vous poser. Quand même. Merci d'être là en tous les cas, merci d'avoir répondu à l'invitation et merci d'être là pour répondre à toutes ces questions parce que ça suscite quelques réactions quand même. Ça ne doit pas être simple en ce moment d'arriver avec une réforme comme celle-ci, M. Borloo. Oui, c'est une énorme réforme. Dans la décennie qui vient, puis c'est 8 ans, le début de la rentrée, on a décidé de pas juste rajouter une année à un processus de maturité, mais bien de réfléchir à savoir si ce processus est le bon. Et en fonction de ça, ça veut dire qu'on va regarder ce qui se passe à la fin de l'école obligatoire pour analyser la situation actuelle et faire les constats nécessaires si les gens sont bien formés ou pas pour attaquer cette maturité. Puis de la même manière, essayer de construire une maturité qui prépare le mieux possible à l'entrée à l'université. Et on travaille également avec l'université pour faire ces analyses-là. Ça va orienter ensuite le PAC, c'est-à-dire le plan d'enseignement qui va être, le PEC plutôt, qui va être mis en place avec une certaine marge de manœuvre qui est laissée au canton. Alors c'est un gros chantier, on peut dire quand ça sera opérationnel ça, parce que là ça vient de commencer, vous venez de l'annoncer il y a quelques jours. Voilà. C'est un gros chantier. On a décidé d'annoncer ce qu'on allait faire, maintenant il n'y a plus qu'à le faire. Non, mais les groupes de travail sont déjà en place, on a un système de gouvernance qui est simple, avec deux comités, un comité de travail avec plusieurs groupes et puis un comité de décision et un comité d'orientation aussi, parce qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs.
On ne faut pas partir tout seul comme ça, il faut pas se décaler par rapport à ce qui peut se construire à côté de chez nous. On n'a pas la science infuse, personne ne l'a. Évidemment. Donc il faut essayer de ne pas réinventer le monde non plus, et puis garder l'élève à l'esprit. Ouais. En quoi cette réforme du gymnase, en 4 ans, s'inscrit dans une vision finalement d'évolution? Ça va changer quoi concrètement? Ce qui va changer, c'est que, bien sûr, au-delà de cette année de plus, mais c'est qu'on veut vraiment essayer de consolider la formation de chaque élève. Vraiment de faire en sorte qu'il soit le mieux préparé possible pour entrer à l'université. C'est pas si simple. C'est chaque fois une rupture, cette transition. Lorsque vous passez, vous arrivez en maturité, vous quittez tout, vous quittez votre système scolaire, souvent vos amis. Et puis, donc là, il y a déjà une première transition. Mais cette deuxième transition pour l'entrée à l'université, qu'elle soit à l'université de Lausanne ou une autre université, suivant ce que vous voulez faire, eh bien, c'est une transition qui n'est pas simple. Il y a beaucoup de redoublements. Swiss Universities et les écoles fédérales s'étaient déjà positionnées plusieurs fois dans la volonté d'harmoniser la durée du gymnase à 4 ans dans toute la Suisse. Il restait 3 cantons et demi, la partie francophone de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Et s'ils l'ont demandé, c'est précisément parce qu'ils observaient que après ces 3 ans, les élèves étaient encore peut-être pas tout à fait suffisamment prêts. On a beaucoup de redoublements aussi. Beaucoup de redoublements durant le parcours du gymnase, puis c'est à peu près 40%. C'est quand même des gros chiffres. Effectivement, Et puis, on a beaucoup de redoublements aussi en première année à l'université. Donc, globalement, je pense que les analyses que l'on fait montrent que, dans le fond, on n'est pas en train de rallonger d'une année la durée globale des études, parce que si on arrive à diminuer un peu les redoublements, à faire gagner du temps, à faire en sorte aussi que les gens qui vont en maturité, ils savent pourquoi ils y vont. Sinon, on a la formation professionnelle à côté. On a trop souvent encore des gens qui vont maturer parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et puis qu'on retrouve en formation professionnelle juste après. Donc là, il y a un travail à faire à l'école obligatoire pour essayer de les intéresser à une formation, quelle qu'elle soit. Mais s'ils veulent aller en maturité, qu'ils sachent au moins pourquoi ils y vont. Et puis, respectivement, qu'ils essayent aussi de voir s'il y a quelque chose qui leur convient en formation professionnelle. Donc, on n'oppose pas les voies. On n'est pas simplement en train de dire... on s'occupe que de la maturité, bien au contraire. On essaye de les présenter vraiment comme 2 voies différentes, mais 2 voies qui conduisent aux plus hautes études en Suisse. Pourquoi maintenant ? Pourquoi on a attendu aussi longtemps ? Pourquoi on est en retard déjà dans le canton de Vaud ? C'est des décisions cantonales, on le sait évidemment. Mais c'est pas une réforme de plus finalement ? Encore une ? Alors on fait pas des réformes pour faire des réformes. J'espère bien. Oui, alors c'est pas du tout mon état d'esprit, au contraire. Mais alors c'est un processus fédéral. C'est-à-dire que c'était un des dossiers qui était sur ma table quand je suis arrivé en 2022. Il y en a encore beaucoup. Le premier. Non, on a pas mal nettoyé. J'avais l'école inclusive où il y avait pas mal de grognes. Il y avait l'éducation numérique où il n'y avait plus de crédit. Et puis une consultation fédérale à laquelle il fallait répondre 2 mois après mon entrée sur cette durée du gymnase. Et puis on a bien entendu regretté aussi, parce qu'il faut bien le dire, le fédéralisme qui était l'atteinte au fédéralisme un peu par cette décision et par cette proposition du Conseil fédéral, puisque on préfère que les cantons soient libres d'organiser la formation comme ils l'entendent. Mais ceci dit, on a compris aussi qu'il y avait une vraie volonté suisse d'aller dans cette direction-là. Puis au-delà un peu du mécontentement pour cette perte de fédéralisme, eh bien on a préféré dire, utilisons ça comme une opportunité de repenser un tout petit peu la formation dans sa verticalité, c'est-à-dire vraiment fin de l'école obligatoire, maturité, université, dans l'intérêt de l'élève, pour essayer de consolider un peu cette formation qu'on leur apporte et faciliter leurs études. Monsieur Borloo, on a baladé notre micro, on a quelques réactions, on a des questions pour vous ce matin. Je vous propose d'écouter cette première question. Je suis enseignante au gymnase et j'aimerais savoir les raisons qui vous ont poussé à choisir l'option 10+4 ou 11+3. Que répondez-vous à cette professeure? Alors, il y a à peu près la moitié des cantons suisses qui travaillent dans ce contexte-là.
D'un point de vue pédagogique, on sait très bien on peut constater, disons, que des élèves sont suffisamment solides pour passer de la 10e directement au gymnase. Ça se fait dans des cantons voisins, par exemple le Valais, pour ne citer que celui-ci, et ça marche assez bien. Donc, l'idée, c'est justement d'essayer de ne pas rallonger le cursus d'une année, le cursus de formation pour chaque élève, parce que ça n'a pas de sens. Bologne a déjà beaucoup rallongé les études. Enfin, il y a bien un moment donné où il faut se lancer dans le monde du travail. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas ça. C'est d'apporter une formation consolidée, comme j'ai dit tout à l'heure, à tout le monde. Et puis, ceux qui peuvent, ils partent en 10 ans. La réflexion doit être faite aussi, bien sûr, par rapport à la formation professionnelle, mais c'est une autre réflexion qui est en cours. Mais pour l'instant, on pense que vraiment les plus solides peuvent le faire. On a beaucoup d'expériences qui sont très, très profitables aux élèves. Et les résultats PISA qui ont été publiés récemment montrent quand même qu'il y a 15% de nos élèves qui sont vraiment très solides au niveau de l'apprentissage et qui peuvent aller tout droit. Ouais. On risque pas de créer une école à 2 vitesses en faisant cette... Alors non, on va éviter cela. Ça, comme je l'ai dit, à peu près à la moitié, 6 cantons qui font clairement qui ont un modèle similaire à celui qu'on veut mettre en place, et puis d'autres cantons qui ont un modèle un peu mixte, mais qui s'apparentent à ce 10 plus 4. Puis dans le fond, il y a deux possibilités d'entrée en maturité. Ça sera après la 10e, si les points sont suffisants. Et puis après la 11e, pour ceux qui n'auraient pas pu, à la fin de la 10e, ils pourront donc, dans cette deuxième possibilité, entrer également en maturité. Donc voilà, je crois qu'on offre suffisamment de possibilités pour y entrer. Et puis, les gens vont avancer côte à côte après dans leur gymnase. Non, ça pose pas de problème d'organisation en tous les cas. Mais on va tous à affiner, on est au début d'un processus qui est assez long, mais c'est une option qu'on a choisie aussi dès le début pour montrer cette volonté pour pas pénaliser non plus les élèves qui sont forts, et puis ensuite essayer c'était une option à mon avis qui était nécessaire d'être prise assez tôt pour orienter un peu les travaux. Ouais. Ceux qui ont de la facilité pourront aller plus vite aussi. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Grosso modo, effectivement. On a une autre réaction, une autre question. Petite question qui concernerait les infrastructures. Enseignant gymnase, ça me questionne un peu. Ça va concerner de nouveaux élèves, donc de nouvelles classes. On sait qu'il y a eu quelques retards avec des oppositions, notamment à Échallens. Qu'en est-il ? Le canton a planifié, j'imagine, la construction de nouveaux gymnases. Voilà, vous en êtes où avec tout ça ? Et pareil pour les salles de sport. Merci. Que répondre à ce Oui, alors il y a deux questions. Alors pour les salles de sport, on est en train de travailler dessus. J'ai répondu plusieurs fois au Grand Conseil. On sait que le canton a du retard et ça prendra du temps pour rattraper ce retard, c'est évident. Et surtout qu'il y a des situations dans des milieux urbains et qui sont compliquées, où on n'a pas la place pour construire des salles de gym, donc il faut qu'on trouve des solutions. Bref, ça prendra un peu de temps, mais on est dessus. Et puis, en ce qui concerne les gymnases, il y a une planification qui a été faite avant que j'arrive en 2021. C'est une planification qui est robuste. Elle a tenu compte, bien sûr, de l'augmentation de la population, de tout cela. Et on s'aperçoit que, par rapport à cette planification, en gros, le besoin est d'une centaine de classes supplémentaires. Mais dit comme ça peut paraître énorme. Maintenant, on est en train de faire une analyse assez fine de la situation, parce que je pense qu'on doit communiquer assez vite, j'espère le faire avant cet été, parce que c'est un élément structurant, c'est aussi comme le 10 plus 4, 11 plus 4, ce sont des informations qui vont guider aussi les travaux des groupes qui vont plancher là-dessus, et cette planification assez fine devrait, j'espère, conclure au fait qu'on n'aura pas besoin forcément de beaucoup de constructions supplémentaires, mais plutôt d'amélioration des constructions existantes. Mais enfin, on en saura plus dans quelques semaines. Donc c'est pas une mesure économique ? Donc c'est pas une mesure économique. Alors bien entendu, tant mieux si ça fait économiser un peu d'argent, mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de permettre à ceux qui peuvent d'aller plus vite et pas de les retenir comme ça inutilement une année de plus à l'école. Ah ouais. Ça va
donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Frédéric Borloo, une nouvelle réforme pour le gymnase vaudois. On en parle ce matin. Merci d'être avec nous, monsieur Borloo. Gros changement donc pour le canton de Vaud. Est-ce qu'on a des retours des autres cantons finalement? Qu'est-ce qu'on peut retirer comme expérience de ce qui existe déjà finalement chez nos voisins? Vous parliez du Valais notamment par exemple. Quel constat on peut faire par rapport à ce qui se passe à côté? Bon, alors, justement, on est en train de commencer les observations pour vraiment essayer d'en tirer les bénéfices de ces expériences, notamment de ce 10, 11 plus 4. Alors, notre idée n'est pas d'ailleurs de privilégier ni le 10 ni le 11, mais de dire il y a ces deux options-là. Oui. Et on n'en est vraiment pas du tout à vouloir mettre tout le monde en 10e. C'est pas ça. Je crois que c'est un moment un peu charnière pour les enfants. C'est un peu l'âge où ils se cherchent un peu, etc. Alors il y en a qui arrivent très bien à s'exprimer au travers du parcours scolaire, puis d'autres c'est plus difficile. Donc on n'est pas en train de privilégier une voie, je voulais le dire par rapport à vos questions tout à l'heure. Mais les observations qu'on va faire, on va essayer d'en tirer le maximum, mais on voit que ça fonctionne. Puisque presque la moitié des cantons suisses fonctionnent ainsi. Donc on n'a pas inventé quelque chose de nouveau, une spécialité vaudoise. Simplement, il faut voir comment est-ce qu'on peut s'organiser en fonction des expériences des autres. Ouais. Le retour que vous avez à chaud comme ça, le changement fait peur, j'imagine. Oui, alors le changement fait peur. Il faut lutter parfois contre les idées reçues. Dès qu'on a commencé à parler de cette maturité en 4 ans, il y a des groupes de gens qui se sont déjà positionnés pour, contre. C'est dommage, parce que dans le fond, ça les met dans une position où ils auront du mal à changer d'avis. Mais il faut attendre un peu que les groupes de travail rendent leur rapport, qu'on commence à construire tout ça. On veut le faire pour le bien de l'élève. Moi, j'ai pas d'idée reçue. Je suis pas sûr que tout ce qu'on va... Enfin, voilà, disons, le champ est ouvert. Ouais. Et on démarre maintenant, on a dit ce qu'on allait faire, mais on laisse encore, bien entendu, les impulsions, les gens vont se manifester, les syndicats d'un côté, les groupes économiques de l'autre, enfin, etc. Puis on va essayer de faire une synthèse. Puis de temps en temps, il faudra dire oui, non, puis faire des choix. Mais puis choisir, c'est renoncer. Mais disons, voilà, j'ai pas d'idée reçue. Le but, c'est d'essayer de faire le maximum pour les élèves, et puis que le cursus scolaire soit le plus facile pour eux, le plus agréable, et surtout qu'il apporte des résultats. Vous savez, le principe de l'égalité des chances, j'y suis très attaché. Mais c'est un principe de départ. Bien sûr. Tout le monde doit pouvoir faire des études s'il le souhaite, une formation, etc. C'est pas une garantie d'arrivée. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est la plus de chances possible pour qu'ils puissent arriver où ils ont envie. Ça, c'est de l'optimisme rassurant? Mais oui, mais c'est de l'optimisme parce qu'il faut commencer quand même avec l'idée qu'on va arriver à améliorer les choses plutôt que de dire on n'arrivera jamais à rien faire. Monsieur Borloo, c'est l'heure de la rafale des questions. 1 minute, vous allez devoir répondre franchement à une série de questions le plus rapidement possible. Vous êtes prêt? Ben, je suis prêt, toujours au départ. Rien ne va plus. La rafale de questions. Quel mot avez-vous le plus de mal à prononcer? Jamais. Faut jamais dire jamais. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre pays? Je suis amoureux de notre petit pays, et puis il y a mais rien de particulier. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir? Une bonne bouteille de vin. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures? L'école. Je le fais assez régulièrement. J'étais hier soir dans une conférence, j'arrivais pas à m'arrêter d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous dernièrement? Vous savez, les considérations qu'on a sur soi-même, il vaut mieux les garder pour soi. Quelle résolution avez-vous prise pour cette année 2024? Essayer de travailler un tout petit peu moins pour garder un peu plus de temps pour moi, mais ça marche pas du tout. Irez-vous au Festival international de bande dessinée au Château d'Aigues ce week-end? Non, j'y vais pas, j'ai le week-end qui est complet déjà, mais je leur souhaite beaucoup de chance, c'est un festival merveilleux. Préfériez-vous être riche ou célèbre? Alors, disons, allez, on prend le riche comme ça, on parle moins de nous. Ça, c'est la chanson que vous avez choisie, monsieur Borloo. David Bowie, racontez-nous, Ziggy Stardust. Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous?
Parce que pour deux raisons. D'abord, David Bowie, c'est la musique de mon adolescence. J'étais avec quelques amis fans. On avait à peine l'âge de prendre le train tout seul qu'on allait essayer d'acheter des 45 tours inédits à Lausanne. Chez Sapri Shop, je me souviens, je crois que ça n'existe plus. Non. Mais voilà, puis on essayait de le croiser, de le voir. Enfin bon, donc je suis assez rock, en tout cas dans ma jeunesse. Et puis ensuite, c'est un artiste assez extraordinaire qui a fait en fait beaucoup de recherche musicale durant toute sa carrière. Et Ziggy Stardust, c'est le symbole même de cette recherche, puisqu'il a tout à coup pris un autre personnage. Il a fait un disque comme si c'était pas lui qui le faisait. Ouais. Et puis c'est assez inédit. Je trouve que c'est un artiste complet, c'est un peu le Picasso de la musique. C'est toute une carrière d'expérience musicale, de découverte et de développement dans son expression. Donc voilà, je suis très heureux de réécouter ce morceau qui passe pas très souvent à la radio. C'est vrai. En tout cas, merci de nous avoir fait partager un petit peu de vous là, quelques instants. C'était très sympathique. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à part une belle journée, monsieur? Eh bien, une belle journée, puis surtout que tout le monde soit de bonne humeur et travaille en forme et avec enthousiasme autour de nous pour l'école vaudoise. Très bien. Merci, monsieur Borloo. Balance ton sport. On parle maintenant d'une finale historique pour le NUC. On va parler volleyball et on prend la direction de Neuchâtel pour parler de volley, mon cher Léo. Oui, c'était une soirée historique pour le NUC qui jamais dans son histoire n'a généré un tel engouement. On y était et quelques minutes avant le match, on a demandé aux supporters leur pronostic pour ce match aller de finale de Coupe d'Europe. Alors, je pense qu'il y aura 3-2 pour Neuchâtel. 3-1 pour le NUC. Le scénario, perd le premier set et les 3 suivants pour le NUC. 3-2 pour le NUC. Ici c'est Neuch, on y croit. On y croit, les supporters étaient confiants. Le NUC était donc condamné à l'exploit face aux Italiennes de Chieri Setenta 6. Et d'exploit, il n'y a pas eu hier soir. Neuchâtel s'est incliné 3-7-0, 25-23, 25-13, 26-24. J'ai pu retrouver la centrale de l'équipe Alix De Micheli qui nous explique son sentiment quelques secondes après la fin du match. Bon, on est un peu déçus, c'est clair. C'est vrai qu'on était tout proche. Mais bon, je pense qu'on peut être fiers vraiment de notre performance. C'est des stars, vraiment des joueuses de haut niveau. Donc je pense qu'on peut aussi être fiers de nous. C'est clair qu'on est tout proche. Et puis je pense qu'il nous manque vraiment pas grand-chose pour retourner quelques sets, quelques points. Et puis après peut-être remporter un peu plus qu'un 3-0. C'est un match assez frustrant, avec des moments très serrés. Oui, dans le premier set, il y avait 23 partout. Pareil dans le troisième, c'était très serré. Et c'est dans ces moments que le diable se trouve dans les détails. J'ai demandé à Alix De Micheli ce qui avait manqué au NUC pour faire la différence. Dans le troisième, je pense qu'on n'est pas assez constant dans des moments vraiment clés. Et puis dès qu'on leur rend un ballon un peu trop facile, elles vont nous le renvoyer, mais 1000 fois plus fort dans la figure. Et je pense qu'on a manqué peut-être d'un peu d'agressivité dans ces moments clés. Et si on arrive à être un peu plus agressive, peut-être qu'on peut faire mieux. Ouais. Et le public a complètement répondu présent hier soir. La riveraine était pleine à craquer. C'était une soirée historique avec 2000 personnes dans la salle. Une ambiance folle. Dehors, une fan zone était installée avec un écran géant. Cet engouement, il est précieux, nous raconte Alix De Micheli. Non, c'est vraiment incroyable. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir un public qui nous porte, qui donne autant d'énergie. C'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est encore plus. Tout est décuplé. Je pense que tout le monde ressent cette énergie dans la salle. Et puis on a vraiment beaucoup de chance de les avoir. Bon, tout n'est pas perdu, il reste un match retour. Ouais, un match retour qui se jouera la semaine prochaine en Italie. Le NUC sera condamné à un immense exploit, mais des exploits, les Neuchâteloises en sortent à tous les tours de la Coupe d'Europe et Alix De Micheli y croit. Ah oui, clairement, je pense qu'on a vraiment une grande force mentale et ça c'est vraiment une des caractéristiques de l'équipe. Donc je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien et si on garde notre bonne mentalité, le bon état d'esprit agressif et puis qu'il lâche jamais, on peut peut-être les renverser. Donc oui, on y croit. Et ce match de retour, ça sera quand alors ? Ce sera mardi prochain, le 20 mars. Le NUC devra gagner en 3 ou 4 sets, puis passer par un golden set. La mission est quasiment impossible, mais impossible n'est pas neuchâtelois. Très bien. M le Média présente la 7e édition des rencontres 7e art Lausanne.
C'est l'un des plus grands cinéastes français. Son nom a marqué l'histoire du 7e art. Il a tout remporté. Palme d'Or, Golden Globe, César, Oscar. Claude Lelouch était de passage à Lausanne. Il est l'invité de la 7e édition des Rencontres 7e art Lausanne, qui se déroule, je vous rappelle, jusqu'à dimanche, ce dimanche 17 mars, au Capitole et dans toute la capitale vaudoise. Thomas Lécuyer a eu l'occasion de passer un moment privilégié avec lui. C'est une exclusivité pour M, le média et Canal+. Sachez encore que Claude Lelouch sera l'invité de Mardi Cinéma tout prochainement. Mais ce matin, il nous dit tout, il vous dit tout déjà, ou presque tout, sur sa méthode pour obtenir le meilleur de ses acteurs, les secrets de la méthode Lelouch. C'est maintenant pour vous sur M et sur Canal+, en exclusivité. Les acteurs passent leur temps à faire semblant, voilà. Et ils le font très bien, c'est leur métier, faire semblant. Et puis moi je pense qu'à un moment donné, ils peuvent cesser de faire semblant. C'est-à-dire que quand ils sont devant ma caméra, je me donne beaucoup de mal pour qu'ils soient spontanés. Personne ne détient la vérité. Et la spontanéité, c'est un mi-chemin entre la vérité et le mensonge. Et la spontanéité me touche. Je veux dire que quand on est spontané, j'ai le sentiment qu'on est sincère. Pendant 3 secondes, 4 secondes, voilà, bon, dans une interview, si je suis spontané, je serai plus intéressant que si je fais semblant de faire le malin ou de dire des choses intelligentes. Voilà. Donc si vous voulez, je crois à la spontanéité et dans tous les domaines. Donc je me donne beaucoup de mal pour que mes acteurs soient spontanés. Et on est spontané quand on est surpris. Je pense que si on a droit au bonheur de temps en temps, c'est grâce à des bonnes surprises. Bon, il y a des mauvaises surprises, c'est autre chose. Mais tout ce qui m'a surpris m'a donné de la joie. Voilà. Et donc j'essaye de surprendre mes comédiens. Et donc je ne leur donne pas le scénario à lire. Ils ne connaissent pas la fin du film. De la même façon que je ne connais pas la date de ma mort. Voilà. Et donc j'essaye de faire de la mise en vie, plus que de la mise en scène. Un peu comme la vie s'amuse avec moi, voilà, puisque je ne sais pas tout. J'ai un programme, j'ai une idée, mais la vie est plus forte. La vie est un metteur en scène qui nous touche tous. Je veux dire qu'on est tous mis en scène par la vie. M le média, Moraxenko. Votre nouveau rendez-vous désormais le jeudi matin entre 8h et 9h avec du beau monde sur le plateau. Je vais être très galant, je vais commencer par Charlotte Jacobson qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Chroniqueuse littéraire, elle vous présentera son livre tout à l'heure. C'est quoi le titre du livre aujourd'hui ? Matzalai. J'espère que je le prononce bien parce que je ne parle pas mongol. Ça m'arrange, vous l'ayez dit en premier parce que j'allais vous poser la question comment on le prononce. C'est très bien. Je crois que c'est comme ça. Très bien, on va voyager. On va voyager. C'est très bien. Ça sera d'ici quelques instants. Nous recevons également ce matin, et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, Blaise Hoffman. Bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur du livre Faire paysan. Vous serez là aussi pour nous parler de votre livre. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, ça va très très bien. Merci d'être là. Donc Thomas Bols, directeur marketing du Casino Barrière, est avec nous. Il y aura un grand tirage au sort. Il sera là pour nous parler de l'anniversaire ou des anniversaires des Casinos Barrière en Suisse romande. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout va bien ? Parfait. La fête se prépare bien. Apparemment, il y a une glam party qui se déroule à Montreux demain soir. Hein. On sait que vous serez là en plus. Ah bah évidemment. C'est ça. Sur le dance floor. C'est ça pour rien au monde. Ça va tout à l'heure. Grand tirage au sort. Il vous reste encore quelques minutes pour jouer avec nous et envoyer le code Casino, vos coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Et puis on ne le présente plus puisqu'il présente le sport, les infos. C'est Léo de Garrigue qui est avec nous. Ça va Léo ? Oui, rebonjour pour la 4e fois Philippe. Oui, il me semblait bien qu'on s'était déjà vu ce matin. Voilà, formidable. En tout cas, merci d'être là. C'est bien parce que alors Moraxenko, c'est une émission où on va pouvoir parler de plein de choses, de tout et de rien finalement, et pouvoir échanger. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, je sais qu'on va voyager avec le livre de Charlotte Jacobson ce matin, enfin le livre que vous allez présenter. Et il y a un lien avec notre invité aussi de ce matin qui est là pour nous présenter son livre, évidemment, mais qui a aussi fait des livres sur le voyage, hein, c'est ça ? Je viens de là, je viens des récits de voyage. Ouais, donc on va pouvoir voyager beaucoup. Mais je ne sais pas prononcer le mongol. Oui, ça c'est important de voyager. On va tisser des ponts. Blaise Hoffman, d'ailleurs, une petite question. Vous avez, je crois, dit à un moment, j'arrête les récits de voyage pour en refaire quelques années après. Vous avez voyagé en famille il y a quelques temps pour raconter ce récit en Asie, c'est ça ?
Non, j'arrête pas. Non, je m'aperçois qu'il y a un livre sur 2 qui est dépaysant et puis un livre sur 2 qui est repaysant. Et c'est vrai que j'ai écrit les paroles de la fête des vignerons. Là, on est vraiment dans le terroir, dans le local. J'ai écrit plusieurs livres sur la faune en Suisse romande, sur l'estivage aussi, et là sur l'agriculture suisse. Et puis, mais je continue à aimer le voyage et à écrire sur le voyage. Ouais. Voilà. Et puis vous aurez l'occasion de voyager en Suisse romande ce matin, entre Fribourg, Courandlin et Montreux, parce que ce matin, tout le mois de mars, anniversaire incroyable des Casinos Barrières. Oui, comme chaque année. On se voit souvent pour combien cette année? Le gâteau, il a combien de bougies? On est sur les 21 ans. 21 ans, on a fêté nos 20 de l'année dernière avec un gros bloc sur l'histoire du casino. Et là, on a choisi un thème un peu plus festif, qui est le glitter, tout ce qui brille en fait. Donc on va vous emmener dans un univers qui brille, en termes de cadeaux, en termes d'ambiance, en termes de fêtes, comme on l'a dit avant. Donc voilà, c'est déjà commencé depuis une semaine, et ça va jusqu'à la fin mars. Le livre de la semaine. Et ce matin, nous embarquons dans un camion russe pour un voyage en Mongolie, au cœur du désert de Gobi, découvrir un récit captivant, sincère et intelligent qui pose un défi pour les libraires ou le classer. Mazalai, est-ce qu'on prononce juste Mazalai de... C'est juste... J'espère. Mazalai, enfin voilà, pardonnez-moi si c'est pas prononcé juste, de Élise Rousseau, chez Albin Michel. C'est votre livre de la semaine, Charlotte. Alors tout à fait, on va embarquer avec Élise Rousseau, qui est un auteur bretonne d'adoption, dans ce petit camion de bourlingueur, que des hommes, avec Élise au milieu, pour ce périple en Mongolie dans le désert de Gobi. C'est un petit livre passionné, humble, intelligent, et puis comme vous le disiez, un vrai défi en raison de toutes ses qualités pour le libraire, ou le classer. À la lettre R, ça c'est certain. Mais dans la bibliothèque des écrivains voyageurs, entre le B de Nicolas Bouvier et le S de Anne-Marie Schwarzenbach, ou bien dans la bibliothèque des naturalistes, entre le G de Paul Géroudet, célèbre ornithologue genevois, et le S de Lars Svensson, lui-même également ornithologue suédois. Alors, si je les cite, c'est que ces personnalités sont aussi la colonne vertébrale autant que l'inspiration de ce récit de voyage version 21e siècle. Alors, dites-nous ce qui a motivé cette aventure. Que va chercher Élise Rousseau avec ses compagnons de route? Alors oui, pourquoi voyage-t-on en effet? Vaste question. Ça ouvre l'esprit. Pardon? Ça ouvre l'esprit, notamment. Oui. Ouais. C'est une question que Élise se pose dans son récit de voyage. Elle a 3 passions: les ours, les oiseaux et les chevaux. Et donc, animée de cette passion, elle part pister Mazalai, dont on va enfin savoir de qui il s'agit. Il s'agit d'un ours, une sous-espèce d'ours brun, herbivore craintif en grand danger d'extinction. Rien de dangereux, il fait à peine 140 kilos. Voilà, donc, comme l'importance de la quête, et là je la cite, est plus essentielle que le résultat, le lecteur est invité à parcourir un bout de chemin avec elle et ses compagnons et à partager leurs émerveillements. Donc on va voir un arc-en-ciel radieux, cuivré, surnaturel à l'approche d'un crépuscule, des découvertes miraculeuses, comme une mystérieuse fauvette ou bien ces siraptes paradoxaux. J'adore la poésie des noms d'oiseaux. Ce sont des gros oiseaux au plumage fauve, mais on va partager aussi leurs déconvenus. Donc c'est avec pas mal d'humour et beaucoup d'autodérision qu'Élise Rousseau décrit aussi les nuits sans sommeil, les dos cassés, les épaules endolories, les douches trop rares, les cheveux indomptables et les rencontres qu'on aurait aimé éviter, comme ce solifuge. C'est une sorte de grosse araignée jaune velue, et les escadrons de moustiques, et surtout des pluies incessantes de tiques sanguinaires qui font la taille d'une pièce de monnaie. Alors moi, je me suis beaucoup grattée en lisant ce roman, parce que... donc de rencontres d'oiseaux en rencontres de chameaux sauvages, de pannes de 4x4 en panne d'essence. Le lecteur, comme les voyageurs et leurs guides mongols, qui sont très présents dans ce récit, n'oublie pas le but, Mazalai, mais sans jamais précipiter la rencontre. Donc, nous sommes prévenus dès le départ. De toute façon, rares sont les Mongols qui ont déjà vu cet ours. Inutile d'espérer une rencontre pour ces étrangers. Tout au plus une trace, une crotte, quelques poils, autant de petits miracles pour un naturaliste, ce sera déjà ça. Donc, parallèlement à l'avancée de cette petite troupe d'excentriques, le désert et son silence sont propices à des réflexions dont l'auteur nous fait part. Elle questionne la peur, la liberté. Elle revisite les serments faits dans l'enfance, forte des totems qui l'accompagnent. Elle se souvient aussi d'autres voyages, d'autres rencontres marquantes, et elle nous en distille de fameux passages. C'est un livre que j'ai trouvé aussi profond que jubilatoire. Et alors, cet ours, l'a-t-elle vu finalement alors ?
Alors, je ne vais pas vous le dire, évidemment. Un petit peu de tension dramatique, tout de même. Alors, sachez seulement que cette quête n'est pas seulement celle d'un mammifère, et c'est tout l'intérêt de ce récit, c'est aussi celle de tout ce que l'homme a perdu ou oublié. Quoi qu'il en soit, moi qui ne sais pas voyager, tout au plus je sais prendre l'avion pour me rendre dans des contrées très sauvages, type Londres ou New York, pourvu qu'il y ait un séchoir à cheveux dans la chambre d'hôtel. Je remercie Élise Rousseau de m'avoir fait faire un vrai voyage depuis mon canapé, sans tic qui tombe du plafond, sans solifuge à la sortie du salon. Je regarde aujourd'hui l'horizon un peu différemment. Très bien, merci beaucoup Charlotte Jacobson. Ce livre, Élise Rousseau, Mazalaï, j'ai vu notre invité Blaise Hoffman réagir. On dit Mazalaï, vous êtes d'accord avec ça? Aucune idée. Je crois me souvenir que bonjour c'est Signed by Who, mais c'est tout. Mais je crois que je vais le lire. Merci, très bien. Merci pour le... Ça fait bien envie de découvrir. C'est chez Albin Michel à la lettre R, c'est ça? À la lettre R, oui. Merci d'être avec nous, avec Charlotte Jacobson, Blaise Hoffman, Thomas Bols et Léo de Garrigue. Il a rencontré un succès remarquable avec son ouvrage intitulé Faire paysan. Nous recevons ce matin, je le disais, le vaudois Blaise Hoffman, auteur d'un livre qui a fait parler et qui ouvre une perspective plus large sur le mouvement agricole actuel. Et ce mouvement et ce monde agricole, on en parle beaucoup, c'est très d'actualité en ce moment avec tout ce qu'on a pu peut-être lire et découvrir dans la presse ces derniers temps. Ouais, après les révoltes dans tous les pays d'Europe, ça a commencé en Suisse il y a quelques semaines, et puis là, chaque semaine, il y a des actions, ils en prévoient une pour le 22 mars, on ne sait pas encore de quoi elle va être faite, mais il y a vraiment une actu, là, chaque jour, il y a quelque chose. Ils ont trouvé le temps pour manifester, parce que j'ai lu un petit article sur votre bouquin, et, je crois que c'est dans le temps, et le temps, j'ai eu le temps de le lire, où on disait pourquoi est-ce qu'en Suisse, les paysans, le monde de l'agriculture bouge pas plus, vont pas manifester. La réponse, ils n'ont pas le temps. C'est leur réponse, c'est la réponse qu'ils donnaient, mais évidemment qu'il y a d'autres réponses. Et c'était assez intéressant aussi de creuser, de voir de la mentalité suisse qui est pas trop compatible avec les blocages, de voir aussi de la difficulté de s'opposer aux personnes qui achètent leurs produits, de voir aussi les mauvais résultats des dernières grèves du lait. Et c'est vrai que là, ça fait vraiment un grand plaisir. On ne sait pas encore ce que ça va donner concrètement. Par contre, c'est un bienfait au niveau de l'expression, au niveau du dialogue, surtout de savoir ce qui se passe dans les fermes aujourd'hui. Est-ce qu'on sait ce que c'est une ferme? Est-ce que les enfants savent ce que c'est une ferme aujourd'hui? Ils ne voient plus forcément des vaches dans le pré, ils ne voient plus forcément... Est-ce que ça joue pas un rôle? Moi, je me suis quand même aperçu, là, ça fait une année que je parle de ce livre. Maintenant, il est sorti en mars 2023. Je me suis quand même aperçu que tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a un lien encore avec le monde agricole, que ce soit les grands-parents, que ce soit des vacances, de l'agrotourisme. Il y a encore, on vient me raconter énormément d'histoires. En Suisse, les villes sont toutes petites, les campagnes sont très proches. Il y a des marchés à la ferme, de la vente directe, et le lien n'est pas rompu. Donc c'est un livre qui est quand même optimiste, parce que je crois qu'on peut s'appuyer sur certaines choses solides. Et votre livre, il a un peu pour but de faire dialoguer aussi ces deux milieux, les milieux urbains. Vous parlez souvent des bobos urbains et les milieux paysans. Voilà, moi je le suis les deux, c'est-à-dire que je viens de là, je viens d'une ferme, je viens du monde paysan, et je suis un bobo urbain. J'ai vécu 15 ans à Lausanne, et puis j'ai ces deux personnalités en moi. Donc en écrivant ce livre, je fais de l'autodérision, parce que ce tiraillement que je ressens moi intimement, c'est un tiraillement que je lis dans la société, et que j'ai surtout lu en 2021 quand il s'est agi de voter sur les pesticides. Le mot faire, le titre de votre bouquin, faire, c'est pas pareil que dire, que penser. Il est important ce mot faire. C'est pas être paysan, c'est faire paysan. Ouais, complètement. Ouais. C'est le contraire justement de toutes ces théories hors sol. On est là dans le geste, et c'est aussi ça que j'apprécie dans ce métier, c'est que dans notre monde virtuel, spéculatif, il y a, et j'ai l'impression que dans la société, il y a cette envie, cette soif aujourd'hui de revenir à quelque chose de terrien, de vrai, d'authentique, et on est dans le geste, on est dans le faire. Vous êtes optimiste, mais là quand même il y a urgence, il faut qu'on se réveille, il faut que le consommateur apprenne à retrouver d'autres habitudes. Complètement, mais la société a l'agriculture qu'elle mérite. C'est quand même assez hypocrite de vouloir une agriculture 100% verte alors qu'on continue à vivre n'importe comment, à prendre les compagnies d'aviation cartonnent de nouveau, font des chiffres astronomiques ces derniers mois, et on voudrait une agriculture 100% verte. Il y a là aussi, si on revient au verbe faire, il y a des contradictions entre la conviction de tout le monde de vouloir acheter bio,
et les actes d'achat qui stagnent. On est toujours à 11% de la part de marché alimentaire, 11% de bio, pas plus, depuis des années, et ça monte pas, ça grimpe pas, 11%, c'est tout. Alors votre livre, il s'adresse à qui alors ? Finalement à tout le monde ? Eh ben ça je sais pas, moi je l'ai écrit parce que ça me tiraillait, et puis après je me suis aperçu une fois qu'il est sorti que j'ai pu tourner beaucoup dans des fermes, le présenter beaucoup, faire des tables rondes. Là cet après-midi je me retrouve avec les vignerons valaisans, avec l'AG de Vitival. On verra la réaction. Et puis je me suis retrouvé dans beaucoup de festivals littéraires, à Montpellier, à Saint-Malo, à Paris, et dans les villes. Et puis je crois que ça parle aux deux. Les gens du métier me disent tu as su mettre des mots sur un ressenti. Et puis les personnes qui sont pas du milieu me disent qu'ils ont appris quelque chose, parce que c'est un système très complexe. La grande distribution, les paiements directs, on n'est pas toujours simplement dans cette relation du consommateur et du petit producteur, et ces tensions entre les deux, il y a un système là autour qui est très complexe, et que j'ai eu envie de raconter, mais de manière très simple. C'est vraiment pas un livre de spécialiste. Et ça permet aussi une sorte de pluralité derrière le mot paysan, qui parfois est trop général. Être spécifique, ça permet aussi d'éduquer sur ce milieu-là. Ouais, alors bon, le mot paysan, il y a une polémique là, il y a 2 jours, avec le porte-parole Tristan Serre de la Migros qui a associé le mot paysan au mot guignol. Et depuis 2 jours, on parle que de ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le centre, le focus de cette thématique. Mais le mot paysan, moi, me touche, parce que quand j'étais petit, paysan, me faire traiter de paysan, c'était une insulte. Et puis maintenant, ça devient assez noble. On aime bien se revendiquer de cet univers-là. C'est gage de stabilité, d'un certain pragmatisme. Tête sur les épaules, les pieds bien sur terre. Et je crois qu'on a besoin de cette parole des paysannes et des paysans aujourd'hui. Une prise de conscience. Charlotte Jacobson, là je m'adresse à la libraire. Ce genre de livre, c'est très couru en ce moment. Est-ce que les gens on le viennent classe sur chercher quel rayon? Quelle lettre on trouve? On le trouve à H en littérature. C'est vrai? Oui. Ça marche ça, aujourd'hui? Alors, gros succès, parce que les Suisses aiment bien leurs auteurs. Donc, ils se présentent en masse, effectivement. Énorme succès de librairie. Et puis, on a besoin d'ouvrages comme ça, disons, accessibles, sur des sujets qu'on n'a pas toujours envie d'entendre ou de réfléchir. Et puis là, quand on a un auteur jeune, les 2 pieds dans la terre, qui vient de là, qui vient de Suisse, ça capte évidemment l'intérêt, et tant mieux. Mais moi je trouve que les Suisses sont très... je suis moi-même française, travaillant en Suisse. Moi, je trouve que les Suisses sont très, très intéressés par toutes les productions intellectuelles, quel que soit le sujet, des bons élèves. Compatriotes. Des gens intéressés, prêts à se cultiver. Pour en revenir au rayon de librairie, parce qu'on en parlait avant avec le livre que vous présentiez, parfois je suis en développement durable, on le met comme un essai, parfois je suis en littérature suisse, et puis avant j'étais plutôt en littérature, en récit de voyage ou en littérature suisse. Là, vous touchez le cœur du stress du métier de libraire. J'ai beaucoup aimé vous entendre parler tout à l'heure dans le métier de libraire. Là on est au maximum. On parlait du voyage, vous avez beaucoup voyagé. Le fait d'avoir voyagé aussi, quand vous êtes revenu, vous avez un regard qui a changé, un regard différent. Qu'est-ce que vous avez pu observer finalement entre ce qu'on fait en Suisse et ce que vous avez pu voir dans vos voyages? Est-ce que ça choque? Quelle réaction vous avez eue? Non, je pense que ça a influencé aussi le regard. J'étais il y a 2 semaines à un festival littéraire à Bamako, au Mali. C'est la rentrée littéraire du Mali. Et c'est un pays qui a encore 80% de terriens, de paysans dans la population. En Suisse, on n'est plus qu'à 2%. Et c'est un pays qui vraiment souffre de la faim. Donc, on ne considère pas l'agriculture comme une sorte de sujet politique. C'est le besoin, c'est la peur du manque. Comme nous, en 1945, au sortir de la guerre, on avait cette envie, cette peur de manquer. Et c'est vrai qu'en revenant de voyage, moi, je suis un peu atterré par cette perception du monde agricole depuis 10-20 ans. Pollueurs, bourreaux d'animaux, et je pense que ça a aussi influencé l'écriture. Pour terminer sur ce sujet, y a-t-il un conflit entre l'agriculture conventionnelle et le bio aujourd'hui? Parce que le bio, on en parle, tout le monde en parle, et on fait un lien directement avec le monde de l'agriculture, forcément. Qu'est-ce que vous constatez, vous, par rapport à ça? C'est ce que j'ai essayé de faire, justement. Moi, je viens de la littérature. La littérature essaye de mettre de la nuance, de la complexité dans la vie. Et puis là, on est dans un côté binaire, bio-conventionnel. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir aujourd'hui dans le conventionnel tous les efforts qui ont été faits. Je crois que c'est tellement cher les produits phytosanitaires de synthèse que si les paysans peuvent s'en passer, ils s'en passent. Ils ont souvent des parcelles sans phyto, mais pas pour autant
bio. Et puis, c'est eux quand même les principales victimes des règlements climatiques, des nouveaux ravageurs qui arrivent chaque année. Puis du côté du bio, eh bien, c'est évidemment l'idéal, ce vers quoi il faut tendre, mais l'importation du bio, du vin bio chilien, ou alors les tomates espagnoles qui sont cultivées par des Marocaines sous-payées, c'est peut-être pas l'idéal, et il faut arriver encore une fois, à se mettre ensemble entre, c'est pas deux tribus binaires. Il y a vraiment une zone grise entre le bio et le conventionnel qui est vraiment très intéressante. Votre nouveau rendez-vous tous les jeudis entre 8h et 9h avec des invités sur le plateau. Charlotte Jacobson, notre chronique littéraire. Blaise Hoffman, notre invité ce matin. Thomas Bols qui va nous parler des casinos barrières qui fêtent leur anniversaire. Et puis Léo de Garrigue. Ça va toujours, Léo ? Tout va bien sûr. Il fait les prolongations. Il faut. Le jeudi, c'est très bien. Et puis Serena qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Serena. Bonjour. Serena qui est au taquet. C'est elle qui reçoit vos nombreux messages que vous continuez d'envoyer chaque matin, chaque jour, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci beaucoup Serena de cette implication. Tu es là parce qu'on va procéder dans quelques instants au grand tirage au sort. Mais avant, on va parler un peu du casino Barrière et de cet anniversaire. C'est tout le mois de mars. 21 ans déjà pour Barrière. Ouais, c'est la grande fiesta. La grande fiesta, 21 ans, ça se fête quand même. Comme les 20 ans l'année dernière, mais là, encore une fois, on a changé un peu le thème. Et puis on a besoin d'en mettre plein les yeux à nos visiteurs. Donc le thème, c'est glitter. Donc, tout ce qui brille. On va avoir des animations avec des soirées paillettes, de la boule à facettes, des light shows. Il y a des très très beaux cadeaux à gagner aussi. Donc quels sont les cadeaux à gagner ? Des bijoux, ça brille, de l'or, ça brille, et aussi un diamant. Ça c'est la semaine prochaine. Ça c'est la classe. Samedi prochain. Samedi prochain. Donc il y a toutes les infos sur les sites du Casino Barrière, parce qu'on ne parle pas que de Montreux, on parle aussi de Fribourg et de Courandlin. Ça fait des kilomètres là en ce moment entre ces différents. On roule un peu, c'est pour le plaisir. Donc ça va. Bon, en tout cas pour vous, l'occasion de gagner de magnifiques cadeaux. Merci au Casino Barrière qui est partenaire de l'émission. Merci d'être là et merci aussi de donner l'opportunité et la chance à nos auditeurs et téléspectateurs de pouvoir jouer et gagner de magnifiques cadeaux. Demain soir, c'est la grande fiesta du côté du Casino Barrière de Montreux avec le groupe Mascara. Mascara, c'est un groupe... C'est un mémo technique. Ça vous inspire le matin. Mascara, c'est un groupe qu'on suit maintenant depuis 7 ans au Casino. C'est un groupe live, en fait, 12 musiciens sur scène. Pour ceux qui connaissent un peu la soirée du Grand Réveillon, le grand bal qu'on a au Casino, c'est eux qui viennent maintenant depuis 5 ans. D'accord. Et on n'arrive pas à s'en séparer, en fait, puisque nos clients les réclament d'année en année. Ils sont très très forts. Et là, demain soir, ils vont interpréter un plateau des années 80 à aujourd'hui. Donc on va s'adresser à un public très large, puisque l'idée c'est d'avoir un concert live pour danser en même temps. Donc là on monte la grande piste de danse aujourd'hui même, plus de 200 mètres carrés, avec l'orchestre qui va animer toute la soirée de, on va dire 21h30 jusqu'à 2h du matin. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on a déjà 400 réservations. Donc voilà, alors c'est ce que j'allais demander, c'est qu'il faut encore réserver, il y a encore des places, il y a encore des places. Faut se dépêcher. Ouais, sur le site internet directement du casino, c'est www.casinodemontreux.ch. L'inscription elle est offerte à tous les membres du casino qui ont déjà la carte, et sinon c'est 15 francs, une petite somme pour les dédommager, les pauvres, ils vont travailler toute la nuit. Voilà. Très bien. Et c'est une belle soirée qui s'annonce pour bien démarrer votre week-end, pour fêter l'anniversaire du Casino Barrière, 21 ans, donc demain soir à Montreux, évidemment. Et en plus, là, vous allez pouvoir gagner non seulement vos accès pour aller faire la teuf du côté de Montreux demain soir avec l'orchestre Mascara, mais en plus de ça, le petit dîner qui va bien au Fouquet's, avec la personne de votre choix, d'une valeur de 200 francs. C'est un accès VIP. Mesdames et messieurs, grand tirage au sort en live avec Thomas Bols. Alors comme ça, moi, on ne prend pas la responsabilité. C'est lui qui choisit. Moi, je n'ai pas envie de me faire engueuler. Et c'est Serena qui... c'est toi la main innocente aujourd'hui, Thomas. Vrai. Oui, c'est toi. Alors, quelle bonne idée. C'est en direct. On ne triche pas. Je mange bien, je touille. Et merci. Alors, j'en profite juste de remercier les nombreux téléspectateurs et auditeurs qui ont joué avec nous durant toute cette semaine. On a reçu vraiment beaucoup de messages. Vous êtes très nombreux à vouloir faire la fête au Casino Barrière. Et donc, merci pour ces nombreux messages. Et merci à Serena qui a assuré parce qu'il y avait du boulot. Alors, Thomas, on t'écoute. Alors...
Il s'agit de Philippe Non, c'est pas là dans ce Alors, il s'agit de Nadia, qui habite à Chavannes-le-Veyron. Nadia de Chavannes-le-Veyron, pour Bravo, l'applaudir, Nadia. s'il vous plaît. Ah oui. Félicitations. Alors, répète-nous ce qu'elle a gagné demain soir. Alors, elle a gagné une belle soirée VIP pour 2 personnes, donc on va l'accueillir comme il le faut au casino, dans les meilleures conditions. Il offrir un très très beau dîner au restaurant de Fouquet's pour 2 personnes, plus pour aller digérer après, l'accès à la soirée dansante jusqu'au bout de la nuit, on va dire, voilà. C'est la classe. Merci. Avec plaisir. Merci pour ce beau cadeau. Et on va continuer, on aura toujours plein de cadeaux à vous offrir avec le Casino Barrière durant toute l'année sur M le Média Merci. et sur Canal+. Merci beaucoup Thomas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part un bon anniversaire? Du monde, beaucoup de monde. Ouais. Hein, c'est léger, c'est un week-end où si vous savez pas trop quoi faire, si vous avez envie d'avoir des animations autour de vous, une ambiance tout simplement, venez nous voir. Voilà, c'est tout ce qui compte. Destination Casino Barrière, enfin quand vous voulez, mais ce week-end ça va être la fête et durant tout le mois de mars, que ce soit à Montreux, à Courondin et à Fribourg. Merci beaucoup Thomas. Plaisir. Et merci d'être venu ce matin nous rendre une petite visite. Merci beaucoup Charlotte Jacobson. Merci. Ça a été? On se retrouve la semaine prochaine ou pas? Oui. Oui, la semaine prochaine, je vais vous proposer de gagner 3 millions d'euros. Ah. Ouais. On a Si vous voulez, je reviens. Moi aussi. Et Thomas vient de nous présenter un bouquin. On a inversé, très bien. À colorier. Hein. Merci beaucoup Blaise Hoffman. Ce sera 1 kilo de patates. Très bien. Merci aussi d'être venu ce matin nous parler de votre bouquin et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci également à Léo de Garrigue. On se retrouve demain, mon cher Léo. Et puis merci Serena. J'ai gardé la cerise sur le gâteau, Serena. Merci beaucoup. M le Média.